Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un texte de Spinoza peut-être moins célèbre que son Éthique, mais vraiment fondamental. Il s'agit du traité de la réforme de l'entendement. Oui, un écrit qui est resté inachevé d'ailleurs, rédigé on pense entre 1665 et 1670, et c'est intéressant parce que, bon, ça peut ressembler à un brouillon pour l'éthique, mais ça pose aussi des bases méthodologiques très fortes. Exactement. Une méthode pour atteindre la joie, et même il le suggère, la béatitude, si on utilise les bons outils pour penser, quoi. Notre source, c'est l'édition critique des PUF dans les œuvres complètes, et notre but, c'est de voir comment Spinoza essaye de tracer ce chemin vers la connaissance vraie, en purifiant d'abord l'outil lui-même, notre entendement, notre capacité à comprendre. C'est ça. Alors, comment il commence? Spinoza part d'un constat assez direct, non? Oui, très direct. Il dit en gros, regardez ce que les gens cherchent d'habitude. Les honneurs, l'argent, les plaisirs des sens. Ben, tout ça, c'est vain. Ça n'apporte que de l'agitation. Et il précise que ce n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est juste l'émotion que ça provoque en nous qui compte. Voilà. Et face à ça, il prend une décision radicale, chercher autre chose. Un bien qui soit, lui, véritable et communicable, partageable. C'est frappant cette idée de bien communicable. Oui, et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne dit pas juste que ces biens communs sont inutiles, il dit qu'ils sont carrément des obstacles. Ils peuvent même causer la perte de ceux qui les possèdent, ou qui sont possédés par eux, plutôt. Ah oui, la nuance est importante. L'idée clé pour lui, c'est que notre bonheur ou notre malheur, au fond, ça dépend de la qualité de ce qu'on aime. La qualité de l'objet aimé. Exactement. Si tu t'attaches à des choses qui vont disparaître, bah, tu t'exposes à la tristesse, à la jalousie, à la crainte. Alors que l'amour pour une chose éternelle, infinie, là c'est une joie pure, dit-il, sans mélange de tristesse. D'accord. Donc il y a un enjeu énorme, existentiel même, et pour atteindre ce bien suprême, cet amour de l'état mêle, il faut commencer par l'outil intellect, Mhm, perfectionner l'entendement. c'est ça. Mais il voit bien la difficulté. Oui, il le dit lui-même, c'est difficile. C'est comme abandonner un truc qu'on a, même si c'est pas terrible, pour quelque chose de bien meilleur mais d'incertain. Il utilise une image forte, celle du malade. Oui. Un malade qui a un mal mortel, il doit chercher un remède, même si le remède est incertain. Parce que c'est son seul espoir, en fait. C'est une image puissante. Alors concrètement, comment on fait pour réformer cet entendement? Il propose quoi? Ben, il commence par analyser comment on connaît les choses, nos modes de perception. Il en distingue 4 principaux. 4 modes? Oui, d'abord, il y a ce qu'on sait par ouï-dire ou par des signes arbitraires, genre on me dit que Paris est la capitale de la France. Bon, pour la science, c'est pas très fiable. Ok. Ensuite, il y a l'expérience vague, ce qu'on apprend un peu au hasard, sans méthode. Ça nous montre les accidents des choses, le superficiel, mais pas leur essence. L'expérience de tous les jours, quoi. Voilà. Troisième mode, quand on essaie de déduire l'essence d'une chose à partir d'une autre. Mais de manière pas tout à fait adéquate, pas assez rigoureuse. C'est mieux, mais pas encore ça. Et le dernier, j'imagine, c'est le bon. C'est le but, oui. C'est quand on perçoit la chose par son essence même ou par sa cause directe, sa cause prochaine. Ça, c'est la connaissance parfaite pour lui. Et c'est là qu'intervient cette distinction super importante chez Spinoza entre l'idée vraie et la fiction, non? Ah oui, absolument. C'est un point crucial. Pour lui, la fiction, ça ne peut porter que sur ce qui est possible. Possible. Oui, on ne peut pas fictionnaliser l'impossible, comme un cercle carré, une fois qu'on a compris ce qu'est un cercle et un carré, ni le nécessaire. D'accord. On peut imaginer un ami qui vient d'idée demain, ça c'est possible. Voilà. Mais on ne peut pas imaginer, par exemple, Dieu comme n'existant pas, si on a compris sa nature qui est d'exister nécessairement. Les vérités éternelles, ça échappe à la fiction. Intéressant. Et comment on sait si une idée est vraie ou si c'est juste une fiction de notre esprit? Mais Spinoza dit que l'esprit a en lui de quoi faire la différence. Une idée vraie, si on la développe, si on en tire les conséquences logiquement, ça mène à d'autres vérités. C'est cohérent, ça ne bloque pas. Et une idée fausse? Une idée fausse ou une fiction, si on la pousse un peu, ça mène vite à des contradictions, à des absurdités. C'est un peu comme un test interne de cohérence. D'accord. L'idée vraie se valide elle-même, en quelque sorte. C'est exactement ça. Elle porte sa vérité en elle. Elle n'a pas besoin d'un signe extérieur de validation. Ça vient de la puissance de l'entendement lui-même. Il a cette belle analogie de l'artisan, Ah oui, l'artisan. qui fabrique d'abord des outils simples, puis, avec ces outils, il en forge de plus complexes, de plus performants. L'entendement fait pareil. Il utilise ses capacités de base pour se forger des instruments intellectuels de plus en plus fins et avancer vers la sagesse. Donc,
Le fondement de sa méthode, c'est la connaissance de l'entendement lui-même. Comprendre comment il fonctionne et ce qu'est une idée vraie. Tout à fait. C'est une démarche réflexive, connaître l'outil pour bien s'en servir. Bon, alors, si on résume un peu, le but de toute cette méthode, c'est quoi finalement? C'est d'arriver à former des idées claires et distinctes. Des idées qui viennent de l'entendement purifié, pas des sens qui nous trompent souvent ou de l'imagination un peu vague. Et ces idées claires et distinctes, il faut ensuite les organiser. Oui, il faut les ordonner pour qu'elles reflètent la structure de la nature, la structure du réel. Comprendre les choses par leur essence ou par leur cause directe. C'est pour ça qu'il insiste tellement sur les définitions alors? Avoir de bonnes définitions? Exactement. Une bonne définition pour Spinoza, c'est celle qui exprime l'essence génératrice de la chose. C'est la clé pour déduire ensuite toutes les propriétés. Ok. Donc même si ce traité est inachevé, Oui, il s'arrête un peu brusquement. il nous donne quand même une sorte de manuel pour une autoréforme intellectuelle. C'est une très bonne façon de le voir, oui. Un guide pour apprendre à distinguer ce qui est vraiment connaissance de ce qui n'est qu'illusion, imagination, oui-dire. C'est un cheminement pour apprendre à saisir les essences. C'est exigeant, hein? Oui, ça demande un travail sur soi. Et ce qui est fort, c'est que ce n'est pas juste pour savoir, pour la connaissance pure. Non, le but ultime, c'est une transformation. C'est lié à la quête du bonheur, de cette joie stable et suprême dont il parlait au début. Tout à fait. Et ça nous renvoie à une question finalement assez personnelle que Spinoza pose déjà. Qu'est-ce qui changerait dans notre propre recherche du bonheur si on prenait au sérieux cette discipline de l'entendement, si on cherchait vraiment ce qui est éternel et source de joie pure? C'est une question qui reste ouverte, je pense. Une question essentielle, oui. Au revoir à tous dans la béatitude la plus absolue.